On dit que les miracles n'arrivent pas toujours dans des éclairs de lumière. Parfois, ils viennent discrètement, déguisés en moments que nous ne comprenons que bien plus tard. Mais pour une mère célibataire vivant dans un petit village de Provence, son miracle a commencé le pire jour de sa vie, le jour où elle a été renvoyée pour avoir gardé une petite statuette de la Vierge Marie sur son bureau. Pour l'entreprise, c'était une violation de la politique interne. Pour elle, c'était le dernier réconfort laissé par sa propre mère, Monique, décédée des années plus tôt. Lorsqu'elle a refusé de l'enlever, la décision a été rapide. La sécurité l'a escortée dehors. Ses collègues ont observé la scène dans un silence stupéfait, et la petite statuette, un objet si ordinaire, si inoffensif, est devenue le centre d'une dispute qu'elle n'avait jamais demandée. Pourtant, la partie la plus étrange n'était pas le licenciement. C'était tout ce qui s'est passé après. Car quelques heures plus tard, lorsqu'elle est rentrée chez elle, les yeux gonflés et le cœur lourd de peur, la peur du loyer, des factures, d'élever un enfant seul, où une série d'événements s'est déroulée de manière si inattendue, si précisément synchronisée que même la personne la plus sceptique aurait dû s'arrêter et se demander, les coïncidences peuvent-elles s'aligner aussi parfaitement sans une main invisible pour les guider? Une inconnue lui a dit quelque chose qu'elle avait désespérément besoin d'entendre. Sa fille, qui ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé, a prononcé des mots qui ont touché plus profondément que n'importe quel sermon. Un détail discret sur son petit coin de prière à la maison a changé toute sa perspective. Ses voisins sont intervenus au moment exact où elle avait besoin de soutien. Et le lendemain, l'histoire a pris une tournure que personne n'aurait pu prédire. Ainsi, la vraie question n'est pas de savoir si quelque chose de surnaturel s'est produit. La question est, lorsque la vie vous pousse au bord du gouffre et que le monde semble incroyablement lourd, croyez-vous que Dieu peut encore vous atteindre à travers les plus petits moments? C'est l'histoire d'une mère, d'une statuette de la taille de sa paume et d'un miracle entièrement habillé d'événements ordinaires. Si ordinaire qu'à moins de regarder de très près, vous auriez pu manquer la grâce qui brillait à travers eux. La femme au centre de cette histoire s'appelait Chloé Dubois, 32 ans, jonglant avec 2 emplois administratifs pour payer les factures et élevant sa fille de 7 ans, Manon, dans une petite maison de campagne à la périphérie du village. La vie n'était pas facile, mais Chloé se tenait avec une force tranquille qui la faisait paraître plus âgée que son âge. La plupart des matins commençaient de la même manière. Les pas ensommeillés de Manon sur le plancher, les bols de café au lait qui s'entrechoquaient dans la cuisine baignée de la douce lumière provençale, un au revoir précipité devant le portail de l'école, et Chloé prenant le bus de 7h15 pour son travail en ville. Bien qu'épuisée, elle murmurait toujours une courte prière avant de descendre du bus, une habitude qu'elle tenait de sa mère, Monique. Son bureau à la Société Générale de l'Ouest, SGO, reflétait qui elle était, simple, ordonnée, avec seulement 2 objets personnels. Une photo de Manon au sourire éclatant et une petite statuette de la Vierge Marie, pas plus haute que sa main. La statuette n'était pas un objet d'exposition. C'était un rappel. Le rappel de la femme qui l'avait élevée seule. Le rappel de chaque soir où sa mère lui murmurait « Tu n'es pas seule, ma chérie. Même quand je ne peux pas t'aider, elle le peut. » Après le décès de Monique, cette petite statuette était devenue la seule chose qui donnait à Chloé un sentiment d'ancrage. Lors des longues journées stressantes, elle posait le bout de ses doigts dessus une seconde, un petit geste à peine perceptible pour les autres, mais suffisant pour calmer sa respiration. Et pendant longtemps, personne ne s'en est soucié. Ses collègues la taquinaient parfois gentiment. Rien de méchant, juste des commentaires désinvoltes. « Toi et ton petit ange gardien », avait plaisanté quelqu'un une fois. Elle souriait et laissait passer. Mais lorsque l'entreprise a fusionné avec une plus grande société, les choses ont commencé à changer. Nouvelles règles, nouveaux visages, nouvelles tensions. Du jour au lendemain, le bâtiment est devenu plus froid, plus mécanique. Des affiches sont apparues. Pas d'objets personnels affichant des symboles religieux. La plupart des employés ont haussé les épaules et ont retiré un collier avec une croix, une citation sur une tasse ou une minuscule figurine de Bouddha. Chloé a pensé, espéré, que la politique ne s'appliquerait pas à elle. Sa statuette était petite, cachée derrière son écran, ne faisant de mal à personne. Mais elle avait tort. Il y a eu des chuchotements. Un collègue qui avait toujours l'air agacé en passant devant son bureau. Un superviseur qui s'attardait trop longtemps, les yeux scrutant ses affaires. Et lentement, elle a commencé à sentir la pression monter, ce sentiment silencieux et suffocant que quelque chose se préparait. Pourtant, elle s'est accrochée à la statuette, non par défi,
mais parce que c'était la seule chose dans sa vie chaotique qui lui apportait la paix. Elle n'avait aucune idée que cette simple décision allait bientôt bouleverser son monde. La pression n'est pas arrivée avec des accusations bruyantes ou des confrontations directes. Elle est apparue de manière plus subtile, par de légers changements de ton, des regards insistants et le professionnalisme froid qui a lentement remplacé la convivialité que Chloé avait autrefois ressentie au bureau. Cela a commencé avec des collègues qui déplaçaient leur bureau. Pas de manière spectaculaire, pas assez pour éveiller les soupçons, juste de petits ajustements. Une chaise tirée un peu plus loin, un classeur soudainement repositionné, un commentaire laissé en suspens lorsqu'elle passait. Rien de tout cela n'était ouvertement hostile, mais Chloé ressentait chaque instant comme une aiguille sous sa peau. Puis sont venues les questions. As-tu vraiment besoin de cette statuette sur ton bureau? C'est un peu distrayant, tu ne trouves pas? La direction ne va-t-elle pas avoir un problème avec ça? Elle répondait toujours doucement, c'est juste quelque chose qui m'apporte la paix. Espérant que la conversation s'arrêterait là. Mais un lundi matin, elle est arrivée pour trouver la statuette déplacée. Décalée d'1 centimètre sur le côté, des traces de doigts maculant la base. Aucune explication, aucun mot, juste le sentiment dérangeant que quelqu'un avait touché quelque chose de profondément personnel. Elle l'a nettoyée en silence et l'a remise à sa place. Plus tard cette semaine-là, 2 collègues chuchotaient près de la machine à café. Chloé n'avait pas l'intention d'écouter, mais son nom s'est glissé dans les tons feutrés. Elle ne devrait pas avoir de traitement de faveur. C'est littéralement contre la nouvelle politique. Quelqu'un doit le signaler. Quand ils se sont retournés et l'ont vu debout là, ils se sont figés. L'un d'eux a forcé un sourire trop large pour être sincère. Chloé a fait semblant de ne pas remarquer. Elle a versé son café, est retournée à son bureau et a laissé le silence l'envelopper comme une lourde couverture. Mais le moment le plus pesant est survenu lors d'une réunion d'équipe. Le nouveau superviseur, un homme nommé Stéphane Leroy, a aperçu son bureau en passant. Ses yeux se sont plissés une demi-seconde, à peine perceptible, mais Chloé a senti la température de la pièce chuter. Il n'a rien dit à ce moment-là. Pourtant, le message dans son expression persistait. Le vendredi, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose se préparait. Un email des RH intitulé « Rappel de la politique » est apparu dans sa boîte de réception. Son estomac s'est noué en lisant le libellé froid et impersonnel. Il ne la mentionnait pas nommément, mais l'implication était indéniable. Elle a fermé l'ordinateur portable et a expiré en tremblant. Ce n'était plus seulement une question de règles. C'était comme une tempête qui se formait tranquillement, assez lente pour être ignorée, mais assez puissante pour tout détruire sur son passage. Pourtant, elle a continué à travailler. Elle a continué à répondre aux emails, à classer des rapports et à aider les clients. Et quand personne ne regardait, elle posait sa main sur la minuscule statuette de la Vierge Marie, juste assez longtemps pour emprunter un peu de force à quelque chose de plus grand qu'elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la prochaine confrontation allait tout changer. L'email venait à peine de s'installer dans son esprit qu'une notification a clignoté dans le coin de son écran. Veuillez venir à mon bureau. Stéphane Leroy. Le pouls de Chloé s'est accéléré. Stéphane ne convoquait jamais personne sans raison. Elle a pris une profonde inspiration, a lissé son pull et a marché dans le couloir. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le bureau de Stéphane était froid, impeccable et douloureusement organisé. Tout était placé avec une précision chirurgicale. Il a levé les yeux de son ordinateur quand elle est entrée, son expression indéchiffrable. « Fermez la porte, s'il vous plaît », a-t-il dit. Chloé a obéi, ses mains se resserrant inconsciemment autour du dossier qu'elle portait. Il n'a pas perdu de temps. « Je vais être direct », a-t-il commencé, faisant glisser une copie imprimée de la politique sur le bureau. Nous avons reçu des plaintes, plusieurs. Ceci, a-t-il tapoté le papier, stipule clairement que les objets religieux personnels ne sont pas autorisés dans les espaces de travail publics. Chloé a dégluti. Je comprends la politique, mais la statuette est petite. Elle ne dérange personne. C'est personnel, quelque chose que je garde pour mon réconfort. Je n'essaie pas de. Ce n'est pas la question, l'interrompit sèchement Stéphane. Les règles sont les règles. Nous devons maintenir un environnement neutre pour tous les employés. Elle a essayé à nouveau, plus calmement cette fois. Monsieur, je suis une mère célibataire. Je travaille dur.
Je ne demande pas de traitement de faveur. J'ai besoin de ce petit réconfort pendant la journée. Je ne prêche pas. Je ne parle pas de religion au travail. Je ne. Stéphane a levé une main, lui faisant signe de s'arrêter. La pièce est devenue silencieuse. L'entreprise ne vous demande pas de renoncer à vos croyances, a-t-il dit. Juste à la statuette. Gardez-la dans votre sac. Gardez-la dans votre tiroir. Mais pas sur le bureau. Pendant un instant, elle a envisagé cette option. Vraiment. Parce que le loyer était dû dans 2 semaines. Parce que Manon avait besoin de nouvelles chaussures. Parce qu'elle n'avait aucun plan de secours. Mais alors elle s'est souvenue de la voix de sa mère, douce et ferme. La foi n'est pas quelque chose que l'on range quand les gens désapprouvent, Chloé. Elle a levé les yeux. Sa voix était stable, bien que ses mains tremblent. Je ne peux pas la cacher, a-t-elle dit. Ce n'est pas pour l'exposer. Cela fait partie de la façon dont je tiens le coup. Si quelqu'un trouvait cela offensant, j'aurais aimé qu'il vienne me voir directement. J'aurais écouté. Mais l'enlever, c'est comme prétendre qu'une partie de ma mère n'a jamais existé. Stéphane s'est penché en arrière, exaspéré. Chloé, j'essaie de vous aider à éviter les conséquences. Elle a hoché doucement la tête. Je sais, et je respecte cela, mais je ne peux pas l'enlever de mon bureau. Il l'a dévisagée pendant plusieurs secondes, assez longtemps pour qu'elle entende le bourdonnement de la ventilation, assez longtemps pour que la peur lui glace le sang. Puis il a fermé le dossier devant lui. Dans ce cas, je crains que cette conversation n'ait qu'une seule issue. Chloé sentit son souffle se couper. Les prochains mots de Stéphane allaient briser son monde. Stéphane croisa les mains sur le bureau, son expression ferme, presque répétée. Chloé, nous mettons fin à votre contrat de travail, avec effet immédiat. Les mots l'ont frappée comme un coup physique. Pendant une seconde, elle ne put plus respirer. Elle cligna des yeux, attendant qu'il s'adoucisse, qu'il dise qu'il exagérait, qu'il offre un compromis. Mais son visage ne changea pas. Son ton ne vacilla pas. Ce n'était pas un avertissement. Ce n'était pas une seconde chance. C'était définitif. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Vous me renvoyez pour une petite statuette. Pour quelque chose qui n'a blessé personne. Stéphane expira, l'irritation perçant dans sa voix. Ce n'est pas l'objet. C'est votre refus de vous conformer à la politique de l'entreprise. Nous ne pouvons pas faire d'exception. Mais je travaille ici depuis 4 ans, dit-elle, la voix brisée. J'ai couvert des quarts de travail, fait des heures supplémentaires, formé la moitié des nouvelles recrues. C'est mon gagne-pain. Je suis conscient de vos contributions, répondit-il. Bien que la façon dont il le disait le faisait sonner comme une formalité. Les ressources humaines ont déjà été informées. Vous recevrez 2 semaines d'indemnité de départ. La sécurité vous escortera sous peu. Escorter. Comme si elle était une menace, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Chloé le fixa, cherchant ne serait-ce qu'une lueur de compassion. Elle n'en trouva aucune. Elle se leva lentement, les jambes chancelantes. Alors qu'elle se tournait pour atteindre la porte, Stéphane ajouta, presque mécaniquement, « J'espère que vous prendrez cela comme une opportunité de réévaluer vos priorités. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Dans le couloir, 2 agents de sécurité attendaient, eux-mêmes pris au dépourvu, ne sachant pas pourquoi une employée aussi discrète que Chloé avait besoin d'une escorte. L'un d'eux marmonna des excuses maladroites à voix basse alors qu'il marchait à ses côtés. Les collègues se turent à son passage. Certains baissèrent les yeux sur leur clavier. D'autres regardaient avec sympathie. Clara Martin, assise à quelques bureaux de là, enregistra le moment sur son téléphone, non par cruauté, mais parce qu'elle sentait que quelque chose dans cette situation n'était pas juste. À son bureau, Chloé attrapa la petite boîte qu'on lui tendait et emballa ses affaires avec des mains tremblantes. La photo de sa fille, quelques stylos, son pull, et enfin la statuette. Elle la tint une seconde de plus, pressant son pouce contre sa base usée avant de la déposer délicatement dans la boîte. En quittant le bâtiment, le vent froid frôla son visage, rendant ses yeux vitreux. Tout ce qu'elle avait construit, chaque heure de travail, s'était effondré en une seule matinée. Elle mit le pied sur le trottoir, serrant la boîte contre sa poitrine,
se sentant plus seule qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la marche la plus sombre de sa vie était sur le point de la conduire vers la première lueur de grâce. Le froid extérieur semblait plus vif que d'habitude, comme si l'air lui-même portait sa déception. Chloé resserra sa prise sur la boîte en carton, s'assurant que la petite statuette à l'intérieur ne bougeait pas. Elle continua à marcher, pas après pas, essayant de garder une respiration régulière. Les voitures passaient en trombe. Un bus siffla en s'arrêtant de l'autre côté de la rue. Quelque part au loin, une sirène hurla. Le monde avançait comme si rien ne s'était passé, alors que Chloé avait l'impression que sa vie venait de percuter un mur. À l'arrêt de bus, elle s'assit prudemment, posant la boîte sur ses genoux. Une fine pluie se mit à tomber. Pas une averse, juste un crachin qui humidifiait ses cheveux et assombrissait le trottoir. Elle ne prit même pas la peine de se couvrir la tête. Elle fixa ses mains, ne sachant pas si l'éclat humide sur sa peau venait de la pluie ou des larmes. Elle se sentait honteuse, embarrassée, en colère. Mais par-dessus tout, elle ressentait de la peur. Le loyer était dû dans 12 jours. Son compte en banque était presque vide. Et Manon? Manon dépendait d'elle pour tout. Chloé murmura à voix basse, « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ?» Elle n'attendait pas de réponse. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que quelqu'un d'autre l'entende. Quelques secondes plus tard, quelqu'un s'assit à côté d'elle. Elle jeta un coup d'œil et vit une femme âgée, peut-être dans ses 70 ans, emmitouflée dans un manteau trop grand, tenant un sac en toile usé. Ses cheveux gris étaient attachés lâchement, et ses yeux étaient bienveillants mais vifs, comme s'il ne manquait rien. Se frottant les mains pour se réchauffer, la femme, Madame Jeanne, fit un signe de tête vers la boîte de Chloé. Longue journée. Chloé laissa échapper une expiration tremblante. Quelque chose comme ça. La femme fredonna doucement, comme si elle comprenait plus que ce que Chloé avait dit. La pluie s'accumulait sur le bord de son chapeau et gouttait à un rythme régulier. Vous savez, dit doucement Madame Jeanne, certaines portes se ferment non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'elles n'étaient plus destinées à supporter votre poids. Chloé ne répondit pas, mais quelque chose dans ses mots lui serra la poitrine. La vie a une façon de nous pousser, continua la femme. Pas pour nous briser, mais pour nous déplacer. Elle jeta un coup d'œil à Chloé avec un petit sourire entendu. Vous retomberez sur vos pieds. Les gens comme vous le font toujours. Chloé retint ses larmes. Vous ne me connaissez même pas. La femme haussa les épaules. Je n'ai pas besoin. Certaines personnes portent leur fardeau dans leurs yeux. Chloé baissa les yeux, incapable de parler. Un instant plus tard, le bus arriva enfin. Quand elle se leva et se retourna pour remercier la femme, le banc était vide. Le crachin s'apaisa alors qu'elle montait dans le bus, serrant à nouveau la boîte. Elle ne savait pas pourquoi les mots de cet inconnu résonnaient si fort, mais pour la première fois de la journée, le poids dans sa poitrine semblait un peu moins écrasant. Elle ne le savait pas encore, mais elle se souviendrait longtemps des paroles de cette étrangère. Au moment où le bus atteignit son quartier, la pluie s'était transformée en une bruine brumeuse. Chloé descendit, la boîte en carton bien calée sous son bras, et emprunta le trottoir fissuré familier en direction de sa petite maison de campagne. Les fenêtres brillaient d'une chaude lumière jaune. Des familles préparant le dîner, des enfants riant, la vie ordinaire continuant comme si rien au monde n'allait de travers. Elle s'essuya le visage avec sa manche, prenant une longue inspiration avant d'ouvrir la porte d'entrée. Dès qu'elle entra, de petits pas rapides résonnèrent dans le couloir. « Maman !» Manon sprinta vers elle avec son élan d'énergie habituel, sa queue de cheval rebondissant. Avant que Chloé ne puisse se préparer, la petite fille enroula ses bras fermement autour de sa taille. « Tu es rentrée tôt ?» dit Manon en se reculant pour la regarder. « Il s'est passé quelque chose de spécial ?» La question frappa plus fort que Chloé ne s'y attendait. Elle força un sourire et s'agenouilla pour croiser le regard de sa fille. « Non, ma chérie, murmura-t-elle. Rien de spécial. Je suis juste rentrée plus tôt aujourd'hui. » Manon fronça les sourcils, pas méfiante, sentant juste que quelque chose n'allait pas. Les enfants ont une façon de lire les émotions avant que les adultes ne les admettent. « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» demanda-t-elle doucement. Chloé déglutit. « Juste quelques affaires du travail. »« Pourquoi tu les as ramenées à la maison ? Ils t'ont donné de nouvelles choses ?»
Chloé hésita. Elle ne pouvait pas se résoudre à prononcer les mots « J'ai perdu mon travail ». Pas encore. Au lieu de cela, elle souleva le couvercle et sortit la petite statuette de la Vierge Marie. Le visage de Manon s'illumina immédiatement. « Oh, la statuette de Mamie Monique », dit-elle en la touchant doucement. « J'aime bien quand tu la gardes près de ton ordinateur. Tu as toujours l'air plus calme quand tu la touches. » Chloé sentit une boule se former dans sa gorge. « Oui, ça m'aide. » Manon pencha la tête. « Maman, ça va ?» Cette simple question, douce, innocente, brisa le dernier reste de sang-froid auquel Chloé s'était accrochée toute la journée. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle ne pouvait plus cacher. Manon s'avança et la serra de nouveau dans ses bras. Cette fois plus lentement, plus tendrement. « C'est pas grave, murmura-t-elle. Parfois, les gens sont méchants. Mais nous, on va bien quand même. » Chloé laissa échapper un souffle tremblant. Comment une enfant de 7 ans pouvait-elle dire exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre sans même savoir ce qui s'était passé? Après un moment, Manon se recula et lui adressa un petit sourire déterminé. Mamie Monique disait quelque chose. Tu te souviens? Quand une porte se ferme. Chloé compléta la phrase automatiquement. Une autre s'ouvre. Manon hocha la tête comme si elle venait de dire quelque chose de profond. Tu vois, tu le sais déjà. Un léger rire s'échappa des lèvres de Chloé. Fragile, mais réel. Le premier qu'elle avait eu de toute la journée. Peut-être que ce n'était pas un miracle. Peut-être que ce n'était pas une intervention divine. Mais assise là, sur le tapis usé de leur salon, tenant la petite statuette et la main minuscule de sa fille, Chloé sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des heures. L'espoir. Après le dîner aux des crêpes simples et quelques tranches de baguettes beurrées, car Chloé n'avait pas l'énergie de cuisiner plus haut, Manon se blottit sur le canapé avec ses devoirs. La maison semblait inhabituellement silencieuse. Pas lourde, pas tendue, juste calme, comme si la journée elle-même reprenait son souffle. Chloé nettoya lentement la vaisselle, essayant d'empêcher son esprit de s'emballer. Elle avait toujours été pleine de ressources. Elle avait survécu à pire, mais même ainsi, l'inconnu pesait sur elle comme un poids. Quand elle eut terminé, elle se dirigea vers le petit coin du salon qui leur servait de coin de prière. Ce n'était pas élaboré, juste une étagère en bois que sa défunte mère utilisait, une petite bougie et la statuette de la Vierge Marie. Chloé posa doucement la statuette à sa place habituelle, mais quelque chose attira son attention. Elle se pencha plus près. La statuette ne reposait pas exactement là où elle s'y attendait. Normalement, elle penchait légèrement vers la droite, résultat d'années d'usure qui avaient rendu sa base inégale. Mais maintenant, elle se tenait droite. Parfaitement droite, en équilibre. Chloé cligna des yeux. Elle ne l'avait pas posée de cette façon. Elle savait qu'elle ne l'avait pas fait. Et Manon ne pouvait pas atteindre assez haut pour l'ajuster sans traîner une chaise. Elle la remit dans sa vieille position inclinée. Elle resta ainsi une seconde, puis bascula lentement pour se redresser à nouveau, s'installant dans une posture droite. Juste la gravité, se dit-elle. Juste l'étagère qui n'est pas droite. Juste. Quelque chose. Mais quelque chose à ce sujet adoucit sa poitrine comme une main chaude pressée doucement contre son sternum. Elle murmura à voix basse, « Maman, j'aimerais que tu sois là. » La pièce resta silencieuse, mais l'air semblait plus doux, plus calme. Pas surnaturel, juste réconfortant d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Elle s'assit sur le canapé à côté de Manon, tirant une couverture sur elle deux. Manon appuya sa tête sur son épaule. « Maman ?» demanda Manon. « Est-ce que tu avais peur quand tu étais petite ?»« Tout le temps, » admit Chloé. « Qu'est-ce que tu faisais ?»« Je priais, » dit-elle doucement. « Même quand je ne savais pas si quelqu'un écoutait. » Manon hocha la tête d'un air pensif, puis désigna l'étagère du doigt. « Mamie Monique priait là, n'est-ce pas ?»« Oui, » murmura Chloé. Elle le faisait. Manon sourit d'une manière qui fit briller ses yeux. « Alors peut-être que tu ne pries pas toute seule. » Une phrase simple, une observation simple, mais qui atterrit profondément, proprement et doucement, traversant le brouillard dans l'esprit de Chloé. Elle serra sa fille contre elle et l'embrassa sur le dessus de la tête. Peut-être que c'était l'étagère. Peut-être que c'était une coïncidence.
Peut-être que ce n'était rien. Mais dans une journée remplie de pertes, le plus petit réconfort lui semblait être quelque chose dont elle avait désespérément besoin. Et peut-être que c'était suffisant. Plus tard dans la soirée, alors que Chloé brossait les cheveux de Manon et la préparait pour le lit, un léger coup retentit à la porte. Ce n'était pas fort ou urgent, juste un tapotement doux qui fit s'arrêter Chloé au milieu d'une phrase. Elle n'attendait personne. Manon leva les yeux. « Qui c'est ? » « Je ne suis pas sûre, » dit Chloé, adressant un sourire rassurant à sa fille avant de se diriger vers la porte. Elle l'ouvrit lentement. De l'autre côté se tenait Madame Sylvie Laurent, une femme d'âge moyen qui vivait de l'autre côté du couloir. C'était le genre de voisine qui souriait toujours poliment dans le couloir, mais s'arrêtait rarement pour parler. Ce soir, cependant, elle avait l'air un peu nerveuse, tenant son téléphone dans une main et un petit récipient de nourriture dans l'autre. « Oh, bonsoir, Chloé, dit-elle doucement. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, répondit Chloé. Est-ce que tout va bien? Madame Laurent hésita, puis leva son téléphone, l'écran brillant. J'ai vu quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un de votre bureau a posté une vidéo. Je ne voulais pas la partager sans demander, mais... Elle appuya sur lecture. C'était là. Le moment où la sécurité escortait Chloé à travers le bureau, la boîte en carton dans ses mains, le silence stupéfait des collègues. Chloé sentit sa gorge se serrer. Elle l'avait vécu il y a quelques heures à peine, mais le revoir le rendait encore plus dur. L'humiliation, l'injustice. Madame Laurent l'observa attentivement. Je pensais que vous voudriez savoir que ça commence à se propager en ligne. Les gens commandent déjà. L'estomac de Chloé se noie. Ils commandent quoi? Que ce n'est pas juste, dit doucement Madame Laurent. Que vous avez été traité injustement. Les gens sont en colère en votre nom. Elle tendit le récipient de nourriture. J'ai préparé le dîner plus tôt. Je pensais que vous et Manon pourriez avoir besoin de quelque chose de chaud ce soir. Chloé cligna des yeux, surprise par la gentillesse. Merci. Vraiment, c'est très attentionné. Madame Laurent lui adressa un sourire compatissant. Nous ne nous connaissons peut-être pas bien, mais j'ai vu à quel point vous travaillez dur, et je vous vois emmener Manon à l'école tous les matins. Vous êtes une bonne mère, Chloé. Vous ne méritez pas ça. Chloé sentit sa poitrine se serrer, non pas de peur cette fois, mais de quelque chose de plus doux, la gratitude, la connexion, un rappel que même dans un monde qui semblait si froid plus tôt dans la journée, il y avait encore des coins chaleureux. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, ajouta doucement Madame Laurent, s'il vous plaît, frappez à ma porte. Pendant un instant, Chloé ne sut que dire. La journée avait été remplie de pertes, mais voilà que quelqu'un offrait de l'aide sans qu'on le lui demande. Merci, murmura-t-elle. Vraiment. Quand Chloé ferma la porte, Manon jeta un coup d'œil depuis le coin. C'était qui? Juste une voisine, dit Chloé, souriant faiblement. Une très gentille. Elle ne le savait pas encore, mais c'était la première ondulation de quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait bientôt changer tout le cours de son histoire. Cette nuit-là, après que Manon eut fini ses devoirs et s'être brossé les dents, elle se glissa dans son lit avec la lourde fatigue que les enfants ne ressentent qu'après une longue journée d'école. Chloé l'aborda, lissant la couverture sur sa petite poitrine. Manon souffrait d'un asthme léger depuis l'âge de 3 ans. La plupart des nuits, elle avait besoin de son inhalateur à proximité, au cas où la gêne dans ses poumons se manifesterait. Chloé ne se plaignait jamais, mais elle s'inquiétait constamment des frais médicaux, des crises, de ces moments où Manon se réveillait en toussant si fort que cela les effrayait toutes les deux. Ce soir, cependant, quelque chose semblait différent. Alors que Chloé était assise sur le bord du lit, elle remarqua que Manon respirait facilement, lentement, régulièrement, plus profondément que d'habitude. Cela attira son attention, non pas parce que cela semblait miraculeux, mais parce que cela semblait paisible. Inhabituellement paisible. Manon se rapprocha, posant sa tête contre le bras de Chloé. « Maman. »« Oui, ma chérie. Tu peux me lire la petite prière que mamie Monique nous a apprise. » Chloé hésita. Cela faisait des mois que Manon n'avait pas demandé cette prière. Elle la demandait tous les soirs à l'époque où sa mère, la grand-mère de Manon, était en vie. Une prière simple, rien de dramatique, juste quelques mots demandant protection et paix pour la nuit.
Bien sûr, murmura Chloé. Elle la récita doucement, sa voix à peine plus qu'un souffle. Pendant qu'elle parlait, la respiration de Manon devint encore plus lente, plus profonde, presque comme si ses poumons s'ouvraient sans effort. Quand la prière se termina, Manon adressa un sourire endormi. « Ma poitrine est toute légère ce soir, dit-elle. Comme si je pouvais courir pour toujours. » Chloé passa une main dans les cheveux de sa fille. « J'en suis heureuse, mon bébé. » Mais à l'intérieur, le commentaire la frappa. Manon ne décrivait jamais sa poitrine comme étant légère. La plupart des nuits, surtout après une longue journée, il y avait au moins une petite oppression, un léger sifflement, quelque chose. Ce soir, rien. Après que Manon se fut endormie, Chloé resta un instant de plus au chevet du lit. Elle posa doucement sa main sur la couverture de Manon et écouta. Pas de sifflement, pas de respiration superficielle, juste un rythme calme et régulier. Cela ne semblait pas miraculeux. C'était réconfortant, comme si quelque chose dans l'air avait changé. Elle entra doucement dans le salon où la petite statuette de la Vierge Marie se tenait sur l'étagère. Cette fois, elle n'était ni droite ni inclinée. Elle était juste là. Simple, ordinaire, familière. Chloé laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Peut-être que c'était juste une bonne nuit. Peut-être que Manon avait moins joué aujourd'hui. Peut-être que ses poumons coopéraient simplement. Ou peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, au milieu de la perte, de la peur et de l'humiliation, sa fille avait reçu une petite grâce, un petit soulagement de la lutte. Une sorte de guérison silencieuse. Pas dramatique, pas surnaturelle, mais réelle. Quelque chose à l'intérieur de Chloé s'adoucit. Le poids sur sa poitrine s'allégea. Pas complètement, mais assez. Assez pour croire, ne serait-ce qu'une seconde, que la journée ne lui avait pas tout pris et que demain, quelque chose de plus grand l'attendait. Le lendemain matin, Chloé se réveilla plus tôt que d'habitude, non pas à cause de l'anxiété cette fois, mais parce que la maison semblait étrangement calme, comme si elle retenait son souffle. Manon dormait encore, enveloppée dans ses couvertures, respirant facilement, plus facilement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Chloé entra doucement dans le salon, se prépara une tasse de café et ouvrit son téléphone. Ses notifications débordaient. Au début, elle pensa à un bug, mais ensuite elle le vit. Son nom en tendance dans le groupe communautaire du quartier. La vidéo, celle-là même postée par quelqu'un de son bureau. Elle avait maintenant des centaines de commentaires. Son cœur battait la chamade alors qu'elle cliquait. La plupart des commentaires provenaient d'inconnus. C'est de la discrimination. Elle ne méritait pas ça. Quelqu'un doit dénoncer publiquement les RH. Renvoyer une mère célibataire pour une minuscule statuette. Sans cœur. D'autres venaient de personnes de son propre immeuble. N'est-ce pas la femme qui emmène sa petite fille à l'école tous les jours? Elle est toujours si polie. Elle travaille si dur. Ce n'est pas juste. Chloé se couvrit la bouche en faisant défiler. Elle s'était attendue au jugement, à la critique, à l'incompréhension. Au lieu de cela, elle trouva du soutien. Un véritable soutien humain. Puis elle vit une demande de message de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Bonjour, Chloé. Je travaille pour une organisation locale qui aide les employés confrontés à la discrimination religieuse. Souhaitez-vous parler à quelqu'un? Un autre message arriva quelques secondes plus tard. J'ai un poste à temps partiel disponible dans mon imprimerie. Je ne suis pas sûr que cela corresponde à votre emploi du temps, mais il est à vous si vous le voulez. Et un autre. Personne ne devrait perdre son emploi pour avoir exprimé sa foi discrètement. Si vous avez besoin de courses ou d'aide pour le loyer jusqu'à ce que les choses se calment, nous sommes là. Chloé fixa l'écran, stupéfaite. Elle ne s'était jamais sentie vue comme ça auparavant, jamais défendue par de parfaits inconnus. Puis vint le commentaire le plus surprenant de tous. Il venait de Clara Martin, une des collègues qui avait toujours gardé ses distances. Quelqu'un que Chloé supposait ne pas se soucier d'elle du tout. Clara a écrit « J'ai enregistré la vidéo. Je l'ai fait parce que personne d'autre ne la défendait, et je savais que ce n'était pas juste. Elle ne méritait pas ce qui est arrivé. S'il vous plaît, arrêtez d'attaquer les employés. Nous avons essayé de l'aider, même si ce n'était pas assez fort. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Elle murmura « Oh, Clara.
Car soudain, elle se souvint de chaque moment où Clara avait hésité. Chaque fois qu'elle avait ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne l'avait pas fait. Peut-être qu'elle s'en souciait. Peut-être qu'elle ne savait tout simplement pas comment s'exprimer jusqu'à maintenant. Les commentaires continuaient d'affluer. Des dizaines, puis des centaines, pas en colère ou haineux, mais unifiés. Une communauté se levant pour quelqu'un qui avait été abattu sans raison. Chloé le sentit clairement. Le monde pouvait être cruel, mais il pouvait aussi être d'une bonté à couper le souffle. Et sans s'en rendre compte, cette vague de solidarité était sur le point d'atteindre l'entreprise même qui l'avait mise à la porte. En fin d'après-midi, le téléphone de Chloé vibrait sans arrêt. Elle le mit en sourdine, puis le ralluma, puis le remit en sourdine. Chaque fois qu'elle le posait, une autre notification apparaissait. Un autre commentaire, un autre message de soutien, un autre étranger offrant son aide. Elle appréciait, mais c'était accablant. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle n'essayait pas de déclencher quoi que ce soit. Elle voulait juste les quitter et un travail pour pouvoir s'occuper de Manon. Vers 17h30, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Son premier instinct fut de l'ignorer, mais quelque chose lui dit de répondre. « Allô ?» Une voix formelle répondit « Bonjour, Madame Dubois. Ici Nicolas Lefebvre, directeur des ressources humaines à la SGO. » L'estomac de Chloé se noua. « Nous aimerions discuter de l'incident d'hier, dit-il. » Elle s'assit lentement. « Je vous écoute. » Il y eut une brève pause, juste assez longue pour qu'elle entende des papiers se froisser à l'autre bout du fil. Après avoir examiné la vidéo qui circule en ligne, continua-t-il, et après avoir consulté nos conseillers juridiques, nous avons déterminé que votre licenciement a été géré de manière inappropriée. Il a enfreint plusieurs directives de conduite en milieu de travail. Chloé cligna des yeux. Je ne comprends pas. Cela signifie que votre superviseur a agi en dehors des procédures approuvées, clarifia-t-il. Il n'a documenté aucune conversation préalable, ni fourni d'aménagement raisonnable. Cela expose l'entreprise à une responsabilité importante. Elle ne savait que dire. Nous aimerions vous offrir de reprendre votre poste, ajouta-t-il, avec une réintégration complète, un rappel de salaire pour les heures perdues et des excuses officielles de la part de l'entreprise. Chloé serra le téléphone plus fort. Pourquoi maintenant ? Murmura-t-elle enfin. Pourquoi seulement après la vidéo ? Une autre pause, celle-ci plus lourde. Parce que, admit le directeur des RH, parfois, les organisations ne remarquent pas ce qui ne va pas jusqu'à ce que quelqu'un leur tende un miroir. Et la réaction du public a clairement montré que la situation n'était pas acceptable. Chloé regarda autour de son appartement, les dessins de Manon collés sur le frigo, le petit coin de prière, le calme de la soirée. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle n'avait pas voulu de combat. Mais quelque chose dans la façon dont la communauté s'était ralliée, cela ressemblait à de la justice, pas à un drame. « Mon superviseur sera-t-il là ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui, » dit le directeur des RH. « Il a demandé à vous parler personnellement. » Le souffle de Chloé se coupa. « Demandé ?» répéta-t-elle. « Oui, il nous a contactés plus tôt dans la journée et a dit qu'il voulait faire amende honorable. » Son cœur battait la chamade, incertain de ce qu'il fallait ressentir. Colère, soulagement, confusion, peur, tout cela mélangé. « Prenez votre temps pour réfléchir, » dit le directeur des RH. « Nous respecterons votre décision, mais je veux que vous sachiez que ce qui vous est arrivé n'aurait pas dû arriver, et nous aimerions avoir la chance de réparer cela. » Après la fin de l'appel, Chloé posa le téléphone et se couvrit le visage de ses mains. Elle ne pleura pas. Elle ne célébra pas. Elle respira simplement, lentement, profondément, régulièrement. Pour la première fois depuis qu'elle avait été escortée hors du bâtiment, elle sentit quelque chose changer en elle. Pas le triomphe, pas la victoire, mais la prise de conscience silencieuse qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait, et que demain, il y aurait une autre conversation qu'elle ne s'attendait jamais à avoir. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec un nœud serré dans l'estomac. C'était le jour où elle avait accepté de rencontrer l'entreprise. Pas pour une confrontation dramatique, pas pour chercher vengeance, juste pour comprendre. Pour refermer une blessure qui avait été ouverte sans avertissement. Manon lui serra la main avant l'école.
tu es courageuse, maman, murmura-t-elle. Pour une raison quelconque, ces 3 mots simples ont stabilisé Chloé plus que toute autre chose n'aurait pu le faire. À midi, elle se tenait dans la salle de conférence des RH, stérile, vivement éclairée, incroyablement familière. Une cafetière intacte se trouvait dans un coin, des papiers étaient soigneusement empilés, le genre de pièce où des décisions importantes étaient prises, et parfois où la dignité des gens leur était enlevée. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. Stéphane entra. Il ne ressemblait en rien au superviseur rigide dont elle se souvenait de ce matin affreux. Ses yeux étaient fatigués, ses épaules affaissées. Il ne portait aucun dossier, aucun presse-papier, juste lui-même. « Chloé » commença-t-il doucement. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Elle hocha la tête mais ne dit rien. Il s'assit en face d'elle, les mains jointes si fermement qu'elles auraient pu trembler s'il les lâchait. « J'ai regardé la vidéo, dit-il. Plus de fois que je ne veux l'admettre. Et chaque fois, j'ai réalisé comment je vous ai parlé, comment je vous ai méprisé, comment je vous ai fait vous sentir petite. » Il déglutit. « Ce n'est pas la politique qui m'a fait agir ainsi. C'était moi, mon propre stress, ma propre arrogance, et rien de tout cela n'excuse ce que j'ai fait. » Chloé ne le regarda pas tout de suite. Elle fixa la table, laissant ses mots s'imprégner. Stéphane continua, la voix légèrement tremblante. « J'ai perdu ma propre mère l'année dernière, dit-il. Elle gardait une petite statuette religieuse sur sa table de chevet depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à ce qu'elle parte. Vous voir avec la vôtre. Peut-être que cela m'a rappelé elle d'une manière que je ne voulais pas ressentir. » Il expira profondément. « Je ne suis pas fier de la façon dont j'ai géré ça. » Chloé leva enfin les yeux et pour la première fois, elle ne vit pas un manager strict, pas l'homme qui l'avait renvoyé, mais quelqu'un portant son propre deuil, ses propres erreurs. « Je suis désolé, dit Stéphane, la voix brisée. Vraiment. Vous ne méritiez pas la façon dont je vous ai parlé. Vous ne méritiez rien de tout ça. » La pièce tomba dans le silence. Chloé prit une lente inspiration. Elle pouvait s'accrocher à la douleur. Elle pouvait exiger plus. Elle pouvait lui faire ressentir ce qu'elle avait ressenti. Mais alors elle se souvint de la petite voix de Manon ce matin-là. « Tu es courageuse, maman. » Et parfois, le courage n'était pas de crier. Parfois, c'était de pardonner. « J'accepte vos excuses, dit-elle doucement. Mais j'espère que personne d'autre n'aura à vivre ce que j'ai vécu. » Stéphane hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage. « Ils ne le vivront pas, promit-il. Je m'en assure. » Alors que Chloé sortait du bâtiment, cette fois selon ses propres termes, elle se sentit plus légère. Non pas parce que tout était parfait, non pas parce que tous ses problèmes étaient résolus, mais parce qu'une blessure avait été pansée, non par la force, mais par l'honnêteté. Et à ce moment-là, elle réalisa que peut-être les miracles ne viennent pas toujours sous forme de signes. Parfois, ils viennent sous forme de cœurs changés. Chloé rentra chez elle cet après-midi-là avec la chaleur du soleil sur ses épaules, le rire de Manon résonnant dans son esprit et une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps s'installant doucement dans son cœur. Rien dans son parcours n'avait été facile. Rien n'avait été prévisible. Pourtant, quelque part entre la perte de son emploi, la gentillesse inattendue d'inconnu et le spectacle d'un manager endurci trouvant le courage de s'excuser, Chloé a découvert quelque chose de tranquillement puissant. La grâce ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure. Elle murmure à travers la compassion d'une voisine. À travers la respiration régulière d'un enfant qui dort enfin paisiblement. À travers une communauté qui choisit de se serrer les coudes au lieu de se détourner. À travers un cœur qui s'adoucit même après avoir causé de la peine. Et peut-être que c'est ainsi que Dieu agit la plupart du temps. Pas avec le tonnerre ou des éclairs de lumière, mais à travers les gens ordinaires et les moments ordinaires qui nous élèvent quand nous nous y attendons le moins. Si l'histoire de Chloé vous a touché, si elle vous a rappelé que l'espoir peut encore naître des jours difficiles, si elle vous a montré que la foi, même petite, peut nous guider à travers les tempêtes, alors nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner à Toucher par la grâce, et à aider à partager d'autres histoires qui renforcent les cœurs, guérissent les blessures et font briller une douce lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Car parfois, une histoire est le miracle dont quelqu'un a besoin.